Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue à tous. Dans le Grand Plateau ce soir, le barrage hydroélectrique de Son Loulou traverse une crise majeure. Avec un déficit de 2 milliards de mètres cubes d'eau, l'infrastructure vieille de 44 ans ne peut plus produire ses 384 mégawatts, privant le réseau électrique sud de 35% de son énergie. La sécheresse et le faible remplissage des barrages de Bamending, Mapé, Mbakaou et Lampanga réduisent le débit de la Sanaga, essentiel pour alimenter les centrales. Selon Eneo, l'entreprise de distribution de l'électricité, par ailleurs gestionnaire du site, les dérèglements climatiques et un manque de réserves d'eau accumulées depuis 2023 seraient à l'origine du déficit. Si les regards sont tournés vers Natchigal et les autres sources d'énergie pour limiter les coupures, la faible productivité de Son Loulou, pourtant en pleine réhabilitation, préoccupe. Que peut encore ce barrage 44 ans après? Quelle alternative fiable pour résorber définitivement le déficit énergétique croissant au Cameroun? On aura les explications de nos invités dans la deuxième partie du Grand Plateau, mais avant, place au journal. En marge de la présidentielle de 2025, plusieurs acteurs de la scène politique, membres de la plateforme pour la réforme du code électoral camerounais, ont procédé au lancement officiel d'un portail web. L'outil vise à renforcer la transparence du processus électoral, à encourager la participation citoyenne et à favoriser le dialogue entre les partis politiques, la société civile et les institutions. D'autres précisions avec Sébastien Oyébé et Julien Bapongué. La plateforme pour la réforme du code électoral camerounais a officiellement lancé son portail web. Le portail web a pour essentiel de donner l'information à l'électeur, ensuite de permettre à ceux-là de retrouver leur bureau de vote et de participer. Cet outil, conçu pour renforcer la transparence et l'inclusivité du processus électoral, facilite l'accès à l'information, l'identification des bureaux de vote ainsi que le dialogue entre citoyens, partis politiques, sociétés civiles et institutions comme Elecam. La présence de l'Elecam a été fortement recommandée. C'est la preuve que Elecam ne ferme pas, bien entendu, le débat en ce qui concerne toute la démarche que nous avons et surtout d'attirer l'attention des Camerounais pour qu'ensemble, nous puissions réussir cette courbe de 2025. Portée depuis 2021, cette initiative marque, selon plusieurs observateurs, une nouvelle avancée dans la lutte pour un système électoral plus juste et crédible. Nous pensons que les lois, au-delà d'être des dogmes, doivent s'adapter au contexte socio-politique, économique. Et de 2012 à 2025, il est très important au regard de la démographie, au regard même du fait que après les dernières élections au Cameroun, notamment la dernière présidentielle, nous avons connu une crise post-électorale. Et donc notre volonté était d'assurer le jeu démocratique à travers l'organisation des élections justes et transparentes. Présent par représentation, le président du Conseil électoral a salué l'initiative, tout en insistant sur la nécessité de garantir la sécurité numérique du portail. La question relative à la publication de la liste électorale nationale sur la nouvelle plateforme est toutefois restée sans réponse concrète. Et présente au lancement du nouveau portail web, la présidente de l'UPC, Habiba Issa, s'est exprimée sur la multiplication des candidatures au sein de son parti politique. La femme politique a tenu à clarifier la position officielle de l'Union des populations du Cameroun. Selon elle, l'UPC n'aurait pas de candidat pour le moment, précisant que tous ceux qui se sont autoproclamés le font à leur risque et péril. Une déclaration ferme qui vise à recadrer les ambitions individuelles en dehors du cadre légal du parti. Habiba Issa réagit au micro de Sébastien Oyébé. L'UPC, je sais que c'est devenu un jeu public, c'est-à-dire un amuseur public. Ils sont partout et il y a tellement de candidats. Et bon, les supposés candidats, mais aujourd'hui, à l'heure où nous parlons,
Je vous le réitère, il n'y a pas candidat de l'UPC. L'UPC n'a pas de candidat. Tous ceux qui se sont autoproclamés candidats, c'est à leur risque et péril. Je me demande comment ils feront pour passer. Et comme ils veulent seulement amuser la galerie, on leur dit tout ça. Et dans l'actualité du syndicat national, les journalistes du Cameroun, branche du littoral, nous poursuivons notre série consacrée à l'offre de campagne des différents candidats. L'un technico-artistique de l'audiovisuel et l'autre déjà président de l'AJSC, Association des journalistes sportifs du Cameroun, faction du littoral, compte bien faire de leur spécificité un atout profitable à leur mandature. Faire respecter la convention collective aux patrons de presse ou encore mettre sur pied un cadre d'autorégulation sont des projets inscrits en lettres d'or dans les programmes des deux autres candidats au poste de président du syndicat national des journalistes du Cameroun dans le littoral. Projet et perspective des deux rivaux avec Julien Atada et Jéré Sazangé. En 20 ans d'expérience comme technico-artistique dans l'audiovisuel, Jean-Jacques Etoundi est un candidat à la besace débordante. Entre acquisition d'un siège, recyclage des présentateurs et hours, il ne lui a pas fallu plus de 4 ans comme membre du syndicat pour comprendre que les journalistes ont besoin d'être plus proches. Je propose une flotte téléphonique à tous les journalistes qui feront partie du syndicat SNJC Littoral, une flotte gratuite pour les différents journalistes où ils pourront communiquer. Je propose des partenariats, que ce soit agence de voyage, que ce soit hôtel, que ce soit loisirs. J'ai déjà eu à faire ça au bureau actuel où j'ai proposé des partenaires qui étaient prêts à accompagner les journalistes à hauteur de 30 et 50%. Je propose un siège, parce que SNJC Littoral n'a pas de siège. Pour le candidat Edouard Penda, l'autre aspect de son programme met en avant la rigueur préalable à la condition d'exercice de la profession. La défense des intérêts des journalistes commence d'abord par ces journalistes. Qui est-ce que vous allez défendre? Est-ce que les journalistes eux-mêmes sont conscients qu'ils sont journalistes? Est-ce qu'ils méritent cette profession? Est-ce qu'après avoir tout perdu, on décide d'être journaliste? On se balade avec un journal, avec un appareil photo, un téléphone, on peut faire des interviews, on crée une page Facebook ou un compte et du coup on devient journaliste. Il faut assainir ce milieu. Une ambition motivée par 26 ans d'exercice, dont 7 de militantisme d'une part, et d'autre part, l'expérience acquise à la tête de l'AJSC régionale. Les journalistes ont besoin de ceux qui ont de l'expérience dans la gestion des ressources humaines. C'est la raison pour laquelle, en face de ces journalistes, ils doivent avoir un profil approprié. À la tête de l'Association des journalistes sportifs du Cameroun, branche littorale, j'estime que j'ai beaucoup à partager avec les confrères et avec les consoeurs. On rappelle, ils sont 4 à avoir fait acte de candidature dans l'administration du SNJC dans le littoral: Didier Ndengue, Yannick Bezan, Jean-Jacques Etoundi et Edouard Penda. La journée de samedi pourrait nous faire vivre des surprises car 2 candidats ont affiché leur volonté de procéder par un consensus. Just wait and see. Presidential Minute. Dans les minutes présidentielles consacrées au mode du scrutin, notons que l'élection à la présidence de la République se fait de diverses façons en fonction des régimes en vogue dans des pays. On a notamment les régimes parlementaires où le président de la République est élu par les députés et sénateurs, et le régime présidentiel où le président est élu par les populations. Pour le Cameroun, c'est un régime présidentiel. Tout le monde est appelé aux urnes. Comment se fait alors le vote? Élément de réponse à la lumière du code électoral avec Roland Tapi. Il faut déjà préciser qu'au Cameroun, qui a un régime présidentiel, le mandat présidentiel dure 7 ans. 3 ans de plus par rapport aux États-Unis ou 2 ans de plus par rapport à la France. Ce mandat de 7 ans est généralement appelé septennat dans le langage politique.
Avant la nouvelle constitution de 1996, ce mandat avait une durée de 5 ans, mais depuis l'entrée en application de cette constitution, il est passé à 7 ans et est limité à 2, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment, un président de la République devait diriger le pays pendant au trop 14 ans, 7 ans x 2. Mais en 2008, la Constitution a de nouveau été modifiée pour effacer le nombre de mandats tout en maintenant sa durée. Ainsi donc, d'après l'article 116 du Code électoral 1, le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans au suffrage universel, direct, égal et secret. Suffrage universel, cela veut dire que tous les citoyens du pays votent, du moins ceux qui remplissent les conditions pour voter, notamment la détention d'une carte électorale. Le suffrage universel s'oppose au suffrage restreint, limité à une catégorie de citoyens détenteurs d'un mandat. Par exemple, les conseillers régionaux et les sénateurs sont élus au suffrage restreint, c'est-à-dire par un collège électoral composé par les conseillers municipaux et les chefs traditionnels pour les uns et les conseillers régionaux et municipaux pour les autres. Tous les citoyens détenteurs d'une carte électorale participent donc au scrutin présidentiel, d'où son caractère universel. Il est direct, c'est-à-dire sans intermédiaire. L'électeur introduit lui-même son bulletin dans l'urne, ayant fait son choix en toute âme et conscience. Il s'oppose au scrutin indirect où les représentants choisissent d'autres représentants quand le président est élu par les députés, par exemple. Le scrutin est secret aussi parce que l'électeur fait son choix dans le secret de l'isoloir sans témoin. Il prend les bulletins et sans quitter la salle, va plutôt dans l'isoloir, fait son choix seul et l'introduit dans une enveloppe et retourne le mettre dans l'urne. Personne ne doit savoir quel a été son choix. L'alinéa 3 de l'article 116 précise que le scrutin a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Uninominal, c'est-à-dire qu'une seule personne est élue à l'issue du scrutin. C'est pour cela que les candidats ont leur photo et non seuls sur les bulletins de vote. Cette forme s'oppose à celle où 2 personnes sont élues à la fin du scrutin, le président et son vice-président, quand la Constitution prévoit l'existence du deuxième poste, comme au Nigeria par exemple. L'élection présidentielle au Cameroun est aussi à un tour, c'est-à-dire que s'il y a 20 candidats, celui qui aura le plus grand nombre de votes est directement élu, même si cette majorité représente seulement 20% des votes. Dans les pays où l'élection se fait à 2 tours, comme au Sénégal, il faut qu'un candidat ait 51% au premier tour pour passer. À défaut, on organise un deuxième tour entre les 2 arrivés en tête. Ce modèle à 2 tours, qui produit un président plus légitime, est depuis longtemps réclamé par l'opposition et la société civile au Cameroun. Mais pour le moment, la loi n'a pas été modifiée. Les citoyens doivent encore se contenter du scrutin à un tour. Presidential Minute. En santé, le programme élargi de vaccination n'a pas atteint son objectif de couverture vaccinale de 80% en 2024, affichant un taux de 75% en raison de fonds insuffisants. Révélation faite par Léonard Iwanet, le coordonnateur régional pour le littoral du programme élargi de vaccination lors de la première session du comité régional interagence à Douala, rencontre ayant permis de présenter le rapport de l'année 2024 et dévoiler le plan d'action de 2025. Olivier Fotso et Fondreli Marquez. Presenting the 2024 vaccination report for the littoral region, the coordinator of the expanded vaccination program, Leonard Iwanet, says the recorded 75% is a drop in 5%, far from the 80% set as objectives. The absence of funds was one of the reasons why they could not meet up with the objectives. On n'a pas pu mettre en œuvre toutes les activités parce qu'il y avait un peu un conflit de calendrier avec des urgences sanitaires. Et aussi, il faut dire qu'il n'y avait pas assez de ressources. Donc, il n'y avait pas les fonds pour pouvoir mettre en œuvre toutes les activités. Despite the challenges, there were some improvements last year. On peut également dire qu'au niveau de la qualité, surtout des campagnes de vaccination, il y a eu une amélioration, surtout au niveau des districts de santé qui ont été acceptés à l'enquête LQAS. Je pense qu'au début de l'année dernière, on avait eu seulement 6 districts de santé qui ont été acceptés à l'enquête. Mais au cours de la dernière campagne du dernier trimestre 2024, on a eu jusqu'à 12, pratiquement le double. Et je pense que l'année 2025 aussi commence avec un peu d'amélioration, puisque le premier tour de la campagne polio, on a eu 11 districts de santé. Mais le deuxième tour, et selon les instructions de M. le délégué régional de la santé publique, nous voulons que nos 24 districts de santé puissent passer cette enquête. Parce que les résultats administratifs sont bons,
mais c'est plutôt les résultats des enquêtes qui sont considérés à l'échelle internationale. The expanded vaccination program coordinator announced the second phase of the polio vaccine, which will run from May 29 to June 1, 2025. Et le deuxième tour s'annonce du 29 mai au 1er juin. Et il faut dire que ce deuxième tour est couplé aussi à la SASNIM 1 pour l'année 2025. Et les différentes interventions, hormis la polio, qui vont s'ajouter au cours de cette campagne, c'est la supplémentation en vitamine A. The ordinary session of the Interagency Regional Coordination Committee was also aimed at mapping out the 2025 vaccination plan of action. Et malgré des taux élevés de supplémentation en vitamines, soit 80% chez les enfants de 6 à 11 mois et 95% chez les 12 à 59 mois, une mauvaise diffusion de l'information a provoqué un boycott de la campagne par la communauté locale, compromettant l'atteinte des objectifs. Un constat révélé par le point focal nutrition à la délégation régionale de la santé publique pour le littoral. Henriette Diane Enonguéné souligne l'impact critique de cette résistance sur les résultats globaux dans cet extrait sélectionné par Olivier Fotso. Nous étions à 82% de performance pour la supplémentation en vitamine A des enfants de 6 à 11 mois et nous étions autour de 90% pour les enfants de 12 à 59 mois en ce qui concerne les supplémentations. Cela était très loin des objectifs qui étaient 95% pour les enfants de 6 à 11 mois concernant leur supplémentation et également de 95% pour les enfants de 12 à 59 mois. Vous conviendrez avec moi que beaucoup d'efforts restent encore à faire pour cette année et pour les années à venir en ce qui concerne la mise en œuvre de la SASNIM au niveau de la région du littoral. Alors, ce qui a manqué dans un premier instant, je pense que c'était probablement la bonne information. Parce qu'une campagne de santé, quelle qu'elle soit, commence par l'information, le passage de l'information, mais également de la bonne information. Donc ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'était très probablement, comme on a dit, la communauté qui n'a pas reçu la bonne information. Et donc, on avait une croissance des cas de refus au niveau de la communauté, ce qui a contribué à bien évidemment baisser les performances au niveau de la région. Région Hajj 2025, plus de 5500 pèlerins camerounais sont en route pour l'Arabie Saoudite à l'effet d'effectuer le pèlerinage. Les départs sont prévus au niveau des aéroports de Garoua, Yaoundé et Douala. Cette fin du mois de mai à Ngaoundéré, par exemple, les encadreurs mettent à jour les pèlerins à travers des formations pratiques aux différents actes de ce pilier de l'islam. Le reportage à Ngaoundéré de notre correspondant Amadou Bello. Aux candidats au pèlerinage 2025, la consigne des encadreurs est claire. Chaque année, il y a des nouveautés au niveau de l'Arabie Saoudite. Nous allons faire le Hajj dans le soleil. Donc le pèlerin prépare en conséquence. Respecter les consignes données par la Commission nationale du Hajj, par le ministère du Hajj, par leurs encadreurs. D'où des séminaires de remise à niveau, organisés par les agences agréées. De la sacralisation jusqu'à l'immolation du bélier, le jour de la Tabaski, les candidats sont à la page du Hajj 2025. Les conseils qu'il a donnés en ce qui concerne ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire nous permettra de bien passer notre pèlerinage, de ne pas subir la frustration. On a aussi expliqué les 3 types de Hajj, le Tamatou, le Ifrat et le Iran. Par cette démonstration pratique, Amadou Modibo veut amener les candidats qu'il convoie à une pratique telle que prescrite par les Saintes Écritures. Pour les montrer les aspects pratiques, les obligatoires, les interdictions pour le Hajj. Moment d'intense prière, le Hajj sera une occasion pour ces élus du Cameroun d'invoquer pour le pays. Beaucoup de prières pour nos familles, pour ceux qui sont restés ici au pays, beaucoup de prières également pour toute la nation et beaucoup de prières pour la paix et la stabilité dans notre pays. 5e pilier de l'islam, le Hajj est une obligation
pour tout musulman qui possède des moyens. Pour cette année, le Cameroun convoie plus de 5500 candidats au pèlerinage. Ils prennent le départ à partir des aéroports internationaux de Garoua, Yaoundé et Douala entre le 21 et 29 mai 2025. Bienvenue dans la deuxième partie du Grand Plateau. Entre l'hydroélectrique et les énergies renouvelables, quelle alternative fiable pour résorber le déficit énergétique croissant au Cameroun? Cette question intervient dans un contexte où des milliers de ménages et entreprises pourraient subir un de ces jours une rupture d'électricité de très longue durée, et ce, en raison de la baisse continuelle du débit d'eau de la Sanaga et de la vétusté des équipements des deux principaux barrages sur ce fleuve. Son Loulou, mis en service en 1981 et Déa en 1954, aujourd'hui, sous le poids de l'âge, n'arrive plus à tourner à plein régime, malgré l'appui en réserve d'eau des 4 barrages de retenue, à savoir Bamenzing, Mapé, Mbakaou et Lompangar, prévus pour augmenter le régime hydrologique de la Sanaga. Pourquoi envisager un investissement de plus de 72 milliards pour habiliter ces infrastructures alors qu'un parc solaire et éolien coûterait moins et rendrait accessible l'électricité à tous les milliers de ménages et à moindre prix? La lecture de Jean-Paul Chuniette. Deuxième barrage hydroélectrique le plus vieux du Cameroun. Son Loulou sur le fleuve Sanaga peine de plus en plus à fournir sa capacité énergétique optimale de 384 MW. De sa mise en service le 14 novembre 1981, sa production a baissé graduellement, et ce pour 2 raisons. La première, le poids de l'âge de ses 44 années d'existence, qui a vu ses coquettes turbines de l'époque et tous ses autres équipements accessoires perdre toute leur efficacité opérationnelle de fonctionnement et de rendement. Et la deuxième raison, la chute drastique du débit régulier de ces eaux, qui était jusque-là invariable pendant au moins 2 décennies. D'une coulée de 1100 mètres cubes par seconde, ce volume d'eau rapide est aujourd'hui à 800 mètres cubes seconde. En dépit de 4 barrages de retenue en amont sur les affluents du fleuve Sanaga, Bamendine sur le Noun, 1,8 milliard de mètres cubes d'eau stockée, Lamapé 3,3 milliards, Bakao sur le Ndjerem, 2,6 milliards et Lompangar, 6 milliards de mètres cubes d'eau. Le mythique Son Loulou est en déficit de 2 milliards de mètres cubes d'eau pour faire tourner à plein régime ces 8 vieilles turbines. Conséquence, le mastodonte électromécanique est désormais en incapacité totale d'alimenter en courant les Camerounais de cette région du réseau interconnecté sud, plongeant ainsi des millions de ménages dans l'obscurité. Un déficit énergétique qui paralyse aussi les activités économiques et industrielles. Avec une baisse de production énergétique réduite à 40% depuis 2022 et atteignant même 35% au premier trimestre 2025, le barrage de Son Loulou cherche 72 milliards de francs CFA pour rafraîchir sa vieille peau et se donner encore une longévité de 50 années de plus. Et sans ces investissements, soulignent les experts, la fourniture en énergie électrique au réseau interconnecté sud pourrait s'effondrer en dépit des 31% du barrage de Naktigal et 21% du barrage d'Edea. Si l'une des causes des turpitudes hydrologiques affectant tous ces barrages qui alimentent le pays sont dues au changement climatique, là on est bien en droit de se demander pourquoi les autorités camerounaises et tous leurs partenaires ne se tournent pas résolument vers les énergies renouvelables. Dans un pays couvert de soleil 10 mois sur 12 de l'année, dans sa partie septentrionale, et soufflé de vent sur toute sa façade maritime, les hautes terres de l'ouest et du nord-ouest. Et on en parle avec nos invités. Serge-Harry Kelbé, spécialiste des questions énergétiques. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir madame, c'est un plaisir d'être sur vos plateaux ce soir. À votre gauche, Jean-Claude Yout, communicant pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir. Bonsoir madame. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais vous remercie de nous avoir conviés une fois de plus sur ce plateau. C'est une première pour moi sur le plateau de Balafon. Bonsoir à l'ensemble des copanélistes et aux millions de téléspectateurs. Bonsoir Aloïs Onana, journaliste économique. Bonsoir Claude Maillot. Bonsoir Roland Tsapi, éditorialiste à Balafon Média. Bonsoir Claude. Le barrage de Son Loulou n'est pas au top de sa performance. Avant d'évoquer les préoccupations liées à sa productivité, revenons un peu sur le départ. Il y a 44 ans était mis en service ce barrage, Serge Kelbé.
Quel était le problème qu'il venait résoudre? Quelles étaient même déjà ses missions? Non, mais écoutez, il faut déjà dire que Son Loulou vient après IDEA, qui est le tout premier barrage du réseau interconnecté Sud, et je crois le plus vieux barrage du Cameroun. Le président Ahidjo, n'est-ce pas, dans la perspective de voir le Cameroun comme un pays industrialisé, un pays industriel, avait pensé que sur la Sanaga, on pouvait, n'est-ce pas, réaliser plusieurs barrages. Parce qu'il faudrait que les Camerounais qui nous écoutent comprennent que parmi les pays que Dieu, le Créateur, n'est-ce pas, a béni, le Cameroun en fait partie. La Sanaga est notre Nil. La Sanaga est notre Rhin en France. Donc sur la Sanaga, on peut installer pas moins de 15-20 barrages. Et donc lorsque IDEA est construit et qu'une bonne partie du Cameroun continue à être alimentée par des groupes électrogènes, principalement la région du sud-ouest et du nord-ouest, la partie anglophone, il est donc question de penser de passer à une autre étape, toujours sur la Sanaga, c'est-à-dire faire un barrage plus performant que IDEA, qui était de 275 MW, et donc Son Loulou est apparu, je crois, dans les années après 1980, avec 384 MW. À partir de Son Loulou, quand même, le Cameroun commençait à avoir un petit avantage par rapport aux pays qui venaient de sortir de la colonisation, c'est-à-dire 20 ans après cette colonisation, nous étions devant le Ghana, devant la Côte d'Ivoire, certainement devant le Sénégal. Et il fallait donc que l'usine d'Alucam, qui, n'est-ce pas, produisait tout ce qu'on avait comme aluminium, et puis il y avait l'usine de pâte de papier, c'est l'UQAM qui n'a pas trop fonctionné, mais tout ça a été dans la perspective d'avoir un tissu industriel assez fort avec une disponibilité d'énergie acceptable. On avait dépassé les 500 MW quand même avec ces deux barrages, et puis les centrales thermiques, les groupes électrogènes comme on l'appelle, qui gravitaient tout autour, jusqu'à récemment Mouanko. La petite ville après IDEA à l'intérieur était encore alimentée par des groupes électrogènes. Vous avez des villes comme Ngaoundéré qui étaient aussi alimentées. Même Bertois, il n'y a pas 3 ans ou 4 ans, Bertois était encore alimenté par un grand groupe électrogène. Alors, l'objectif était progressivement de faire tomber ces groupes électrogènes et de basculer de plus en plus dans l'hydroélectricité qui coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Parce que le coût de production actuellement d'un kilowatt en hydroélectricité avoisine les 7 francs CFA. Lorsque vous voyez qu'à l'époque, on nous le vendait à 45 francs, aujourd'hui, on nous vend pratiquement à 100 francs, et que les coûts de production restent sensiblement les mêmes. Donc, le Cameroun était sur une rampe de lancement industriel qui était quand même assez acceptable. Mais il faut dire qu'à cette époque, on rate un peu le coche avec l'arrivée de la Sonara, qui, si on avait rendu la Sonara autonome, parce que l'usine de traitement, n'est-ce pas, de l'hydrocarbure, à partir des déchets, aurait dû produire au moins 30% des besoins énergétiques de la Sonara. Mais il a fallu greffer la Sonara sur IDEA et sur Son Loulou. Ce qui fait que quelque part, sur le plan, n'est-ce pas, de l'optimisation de cette centrale, de Son Loulou qui était arrivée, on a absorbé une énergie qu'on pouvait mettre ailleurs. Et pendant longtemps, et jusqu'à présent, je pense, jusqu'à ce que la Sonara soit avariée, elle n'était pas autonome. Vous vous rendez compte qu'avec du pétrole, avec les gaz du pétrole, la Sonara aurait pu produire 30 à 40% de sa propre électricité par les déchets. Mais malheureusement, on a continué à greffer cette structure sur un réseau qui, à l'époque, n'était pas si déficitaire. Mais parce que, je ne dis pas déficitaire, tout le Cameroun n'était pas électrifié. Mais au moins, ce qui suffisait aux entreprises, aux industries qui existaient, telles que Simencam qui était là, excusez-moi sans publicité, l'usine de pâte à papier qu'on devait faire, à l'UQAM, ainsi de suite. Donc le tissu industriel était quand même fourni et on avait
pas des coupures que nous vivons aujourd'hui. Donc, à cette époque, à l'UQAM, Son Loulou avait joué son rôle. D'où la question aujourd'hui de savoir est-ce que ce barrage n'est pas essoufflé. Et donc, on en parlera certainement au fur et à mesure qu'on va évoluer, où on va démontrer quand même qu'il est tout à fait normal qu'après 44 ans, et ce n'est pas la première maintenance, ça il faut le dire, qu'en 44 ans, ce n'est pas la première fois que ces turbines sont arrêtées. Le problème est juste que les dommages ou alors les avaries qui entourent ce barrage sont importants, qu'il faut agir, sinon nous faisons une catastrophe. Justement, ce n'est pas la première fois que le barrage est réhabilité, mais est-ce que tous les détails dont parlait Serge Kelbé tout à l'heure n'avaient pas été pris en compte? On s'est retrouvé à un barrage qui était quoi? Asphyxié en quelque sorte parce qu'il supportait énormément de charges. Pourquoi cela n'a pas été considéré dès le départ pour qu'on soit obligé de penser à d'autres solutions, d'autres propositions? Jean-Claude. Ah ben, le barrage asphyxié, et pourtant on nous dit qu'il avait 9 turbines et qu'à un moment donné, 6 fonctionnent, 3 sont aux arrêts. De temps en temps. Non, le barrage n'était pas asphyxié. On n'était même pas encore en capacité de consommation de la production, de la capacité de production réelle des 2 barrages, au vu même du tissu industriel et du niveau économique qu'on avait. Avant de tout développer, je vais vous dire un certain nombre de choses. Le coût de production, ça c'est quelque chose, mais maintenant il faut les transporter. Et nous avons un système, un réseau de transport qui a des pertes de l'ordre de 25 à 30% au transport. Et autre chose encore, lorsqu'on produit l'énergie, par exemple hydroélectrique, ça ne se stocke pas. Il faudrait immédiatement, dès qu'il est pompé et distribué, transporté, être consommé immédiatement. On constate qu'il y a des périodes où on ne consomme même pas 75% de ce qui est produit à travers les barrages. Donc, il y a des pics périodes de nuit et ainsi de suite, mais ceci ne permet pas à ce qu'un barrage puisse fonctionner. Ajoutez les 30% des pertes sur le transport à cause de la technologie. À partir de ce moment, vous pouvez commencer à observer. Donc, ce barrage a connu, lorsqu'il a effectivement, il a évoqué les usines qui devaient consommer, certaines de ces usines ont fermé, ce qui voudrait dire déjà que la capacité de la demande baissait, mais le réseau de distribution locale, parce que le réseau basse tension, moyenne tension, haute tension, c'est comme ça qu'on doit les distinguer. Là où nous parlons des différents habitats, c'est le réseau basse tension. Mais il fallait maintenant procéder à l'extension de ce réseau pour que nous puissions réduire le taux de non-couverture en électricité. Nous en sommes aujourd'hui à date à près de 71% du taux de couverture. Donc, ce que vous dites qu'on a évolué. Mais la problématique reste la même en ce moment, avant d'attaquer les questions d'ordre de dérèglement climatique. Parce que les questions d'ordre de dérèglement climatique font en sorte que le cours et le débit du fleuve a baissé. Les uns les autres qui nous disent, par exemple, qu'on peut passer à l'énergie solaire. Effectivement, dans la hiérarchie des différents types d'énergie produites, l'hydroélectrique est véritablement une solution idoine. En termes de... il n'est pas polluant, on n'a pas de problème de déchets avec l'uranium, parce que c'est l'uranium qui est l'énergie nucléaire civile produite à base d'uranium, a le coût de production le plus faible, le plus compétitif, c'est vrai, mais il y a un problème de gestion des déchets toxiques, des déchets de l'uranium par la suite, et qui sont parfois centenaires. C'est ce qui se passe avec le Japon, où ils ont connu des fuites radioactives à cause du traitement des déchets. Nous, on n'a pas ce type de problème. Avec l'hydroélectrique, il faudrait que dès qu'on pompe un produit, il faut consommer immédiatement. Et on a un problème de consommation. Même à date où nous vous parlons là, il y a des moments où Eneo et tout le reste, ils constatent que le réseau n'est même pas consommé. Ce qui a été pompé peut-être, je vous donne un exemple, entre 9h et 15h, tout ce qui est pompé là, on ne consomme même pas 50%. C'est des pertes, mais ça ne se rattrape pas.
Alors, il fallait donc optimiser tous ces éléments-là. Son loulou, après 44 ans quand même de service, nécessite une maintenance. Mais pour qu'on continue à être, l'idée de l'hydroélectrique est bonne. Et nous avons une capacité de 29 000 mégawatts placés, c'est-à-dire sur le potentiel hydroélectrique du pays. Nous ne sommes même pas encore à 2000 mégawatts. Donc nous avons encore de la marge et du potentiel. Donc on n'a pas fini même d'explorer l'hydroélectrique. Mais maintenant, nous devions faire des progrès au niveau du transport. Nous devions faire des progrès également au niveau de l'arrimage entre ceux qui ont des excédents de production et technologiquement peut-être produisent avec basse tension, mais pour transporter un transport en haute tension, il faudrait maintenant une technologie de transformation de basse tension en haute tension. Ce qui est placé aujourd'hui, c'est haute tension, moyenne, basse tension. Mais quand on est à basse tension, on ne monte plus. Là, nous sommes en train de rechercher des solutions. Oui. Mais on a quand même un barrage sur lequel on a investi des milliards de francs CFA. Il ne faudrait pas les ignorer, ces milliards de francs CFA. Et on suppose qu'un tel investissement doit avoir une durée assez longue, Aloïs Onana. Est-ce que lors de son fonctionnement optimal, le barrage de Son Loulou permettait effectivement de desservir 7 des 10 régions du pays comme cela avait été annoncé? Est-ce que sa production était irréprochable? Peut-être un mot rapide sur l'Azuré. Les recherches faites dessus prouvent que c'est au moins 30 à 40 ans pour les turbines et que l'infrastructure du génie civil peut aller à 100 ans. Donc, on a le sentiment que ce qui se passe au niveau du barrage aujourd'hui, c'est beaucoup plus des affects des turbines. Sauf que, voilà, lorsqu'on écoute un peu Néo parler, il y a un droit accusateur sur l'infrastructure du génie civil qui commence également à prendre un coup. Et donc, il faut prendre 2 éléments en compte, et les turbines et l'infrastructure du génie civil. Maintenant, est-ce que le barrage répondait aux normes? À la base, oui. Mais sauf qu'il faut tenir compte d'un paramètre non négligeable, celui de l'augmentation ou de l'emplacement de la population et de notre tissu industriel qui a également cru. Et donc, forcément, on ne pouvait plus continuer uniquement sur le barrage, d'où la naissance des barrages depuis, je crois, 2009 avec le DCE. Parce qu'il faut rappeler que depuis la crise économique de 87-88, l'État a quand même freiné ou alors réduit les financements destinés à l'énergie électrique. Et cela n'a pu reprendre qu'après l'atteinte du point d'achèvement en 2006. Et donc, c'est à partir de 2009, donc avec le DCE, qu'on a commencé encore à repenser à l'énergie électrique, comment est-ce qu'il fallait la redéployer. Et à ce sujet, les chiffres donnés par le ministère de l'Eau et de l'Énergie prouvent quand même que l'État a fait des avancées considérables en matière de financement. Si on est parti de 2011 à 2021, on parle d'à peu près 3 500 milliards qui ont été injectés dans ce secteur-là. Donc, on n'a pas seulement... Je pense qu'on a vu en filigrane la vétusté du barrage arriver et on a multiplié d'autres parallèlement. Maintenant, la question, parallèle, si vous permettez la théologie, c'est quelle est la portée des autres barrages qui ont été créés, qui ont été conçus entre-temps. Si vous avez un Veule, surtout, qui nous a absorbé 450 milliards par là, pour qu'après on découvre qu'il y avait des imperfections qu'on aurait dû quand même éviter si on avait eu des études avant-projet assez approfondies. Et donc, on n'aurait pas pu nous dire quelques années plus tard que le barrage était inopérant. Ce volet-là, en fait, je l'évoque parce que le souci était de renforcer les capacités du barrage, autant de Lac-d'Eau, de Nakchigal et autres, qu'il fallait faire croire, donner du sourire aux investisseurs. Donc, on a multiplié d'autres. Ce qui fait maintenant un problème, c'est en fait, d'abord le nœud du projet, c'était de renforcer l'offre et permettre au tissu industriel de se développer. Maintenant, ce qui fait un peu problème, et d'où dégraissement dedans, c'est que on a eu, le mot est peut-être un peu déplacé, la prolifération des barrages. Autant il y a donc eu cette augmentation des barrages,
À contrario, nous avons un déficit énergétique qui repose donc sur un argument majeur qui a été avancé par certains, c'est le fameux transport d'énergie qu'évoquait Jean-Claude Youft. Et je pense qu'à ce niveau-là, l'État central a créé la Sonatrel, dont le but principal est justement d'assurer le transport. Alors, la question est, qu'est-ce qui fait donc que la Sonatrel ait de la peine à assurer ce transport-là, au point où, lorsqu'il y a coupure, qu'on en vienne à accuser des paysans qui mettraient des feux de brousse, parce que très souvent c'est un argument qui a été avancé disant que, écoutez, si on a des stages, c'est que quelque part dans le risque, il y a quelqu'un qui a mis le feu de brousse. Donc bref, en un mot comme en mille, le barrage de son loulou, non, un peu chapitre, de son loulou a joué son rôle et l'État a trouvé des palliatifs qui, malheureusement, semblent ne pas apporter de solutions. Maintenant, lorsque je regarde un peu au niveau des projections, il y a Nachtigal qui attend d'être transporté parce que le barrage semble s'il est déjà presque à pied d'œuvre. Maintenant, il y a un autre également qui arrive avec beaucoup d'espoir, c'est celui de Kikot. Et là également, je pense qu'il faut rester juste un peu patient. Les données chiffrées de ce côté-là font un peu sourire, ou du bon mot que si vous avez un barrage qui va à 1200 mètres, quand même, c'est quelque chose de fabuleux, 500 mégawatts. Et donc, je me dis forcément, on est en train de vouloir renforcer. On a compris que son lieu était dépassé et qu'on a donc multiplié d'autres. Maintenant, est-ce qu'il faut, parce qu'on aura eu de nouveaux barrages, tourner le dos à son loulou? Que non. Je pense que la solution réside à la mise à jour des turbines, 72 milliards, vous l'avez évoqué dans votre propos introductif. Et ça, c'est peut-être mettre un accélérateur au niveau du décaissement des fonds, parce que rappelons qu'en 2015, déjà on avait commencé à évoquer le souci de financement de ce barrage. On était à 11 milliards encore en 2015. Et donc, de 2015 à 2025, aujourd'hui, on parle de 72 milliards. Et donc, si on a besoin d'être l'usine industrielle de demain qui pourra nourrir la sous-région, eh bien, il faut investir lourdement dans l'énergie, dans les infrastructures énergétiques, de telle sorte que les délestages ne soient plus qu'un triste souvenir. Je vais donner une précision sur la Sonatrel, dont il a évoqué, en disant que la Sonatrel a 3 défis. Elle arrive au moment où elle trouve 2 réseaux interconnectés, le réseau interconnecté sud et le réseau interconnecté nord, qui n'étaient pas connectés. Donc, ce qui voudrait dire qu'on avait 2 réseaux dans un même pays, et puis ce qui voudrait dire qu'il ne pouvait pas avoir mutualisation et également solidarité, même dans le cadre du partage des excédents de production. La Sonatrel a donc commencé à s'investir à pouvoir interconnecter les 2 réseaux en un seul. Qui ne sont toujours pas connectés. Oui, parce qu'en réalité, il y a une distance. Il y a une distance et c'est tout un réseau qu'il faut monter pour interconnecter les 2 réseaux. Et ces 2 réseaux étaient plutôt construits de telle manière qu'ils devaient fonctionner de manière autonome. Mais ça n'a pas résolu le problème parce qu'en réalité, au niveau du barrage Lardo, on a commencé à connaître les problèmes de dérèglement climatique, ce qui a fait en sorte que la zone du réseau interconnecté nord ne pouvait plus. Et autre chose encore, je vous ai évoqué le cas de la technologie des câbles avec perte de 30%. La Sonatrel s'est engagée à les remplacer. Donc, ce qui voudrait dire qu'il faut d'abord remplacer tout l'existant. Parce que même si vous pompez tout ce que vous pompez, je vous donne un exemple, si vous produisez 1500 mégawatts, avec ce réseau actuel de transport, vous perdez 30% des 1500. Alors, si vous perdez 30%, ça veut dire que vous perdez 450 mégawatts au niveau du transport, sans les avoir consommés. Non, ensuite, ça maintenant, ne se passe pas comme ça, ensuite vous avez, oui, vous pouvez le démontrer. Ensuite, vous avez le fait que lorsqu'on pompe et on ne consomme pas, parce qu'en réalité, on n'a pas un tissu industriel. Vous expliquez au Camerounais que de l'énergie est produite, oui, mais elle est sous-exploitée. L'énergie est produite, mais je vous donne un autre exemple. Si vous augmentez la capacité de production et que les câbles ne peuvent pas le transporter. Non, ça ne se passe pas vous comme ne pouvez ça. Pas. Je ne peux plus supporter d'écouter ce que dit M. Youth. Ce qui se passe aujourd'hui, on transporte l'énergie avec des câbles de 225 kV. Certains soumissionnaires continuent à tricher pour nous faire des lignes de 90 kV. Ça, il faut le dire aux Camerounais.
Vous voyez, j'ai pris l'émission très calmement, mais quand moi j'entends des choses qui ne vont pas, il faut dire au Camerounais la vérité. Non, ça va, calmez-vous. Et puis à un moment donné, vous savez, moi j'ai une déformation. Je suis un spécialiste dans un domaine, je suis un intellectuel dans un domaine. Si je vous dis des trucs faux, ce sont mes confrères. Je ne suis pas le seul au Cameroun, je ne suis pas le plus vieux, le plus jeune. Mes confrères vont me reprendre. Au Cameroun, actuellement, il y a encore des lignes de 90 kV qui ne sont plus appropriées. Il faut passer sur les lignes de 225 kV pour faire le transport. Première chose, je m'excuse parce que vous n'avez pas la parole, mais je vais aller très vite en disant que le Cameroun signe des accords avec le Tchad et le Nigeria pour la vente de notre surplus d'électricité. Il va donc falloir que nous passons aux 400 kV. Ça veut dire que dans 15 ans, même le 225 qu'on est en train de faire sera dépassé. Parce que lorsque vous faites des DEA jusqu'à Konsaba et Konsaba à Bafoussam avec la 90, c'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe donc? Les politiques publiques en matière d'énergie ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas bonnes. Ça, il faut le dire. Qu'il faut que ceux qui s'occupent de l'énergie au Cameroun, du ministère de la Sonatrel et de l'Arcel, s'asseyent, fassent des états généraux. On ne peut pas avoir un fleuve comme la Sanaga. Et le Cameroun coule sur un déficit. Je vous ai dit que lorsqu'on a conçu Son Loulou et DEA, nous avons une avance sur les pays de la même taille, tels que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Ghana. Rien que c'était ces 4 pays. Aujourd'hui, tous ces pays nous dépassent à manière de potentiel produit. Or, le Cameroun peut produire l'électricité pour une bonne partie de la sous-région africaine. Autre chose que M. You peut-être semble ignorer, il le dit peut-être, il ne le comprend pas très bien. Le problème créé par les conditions climatiques, le déficit qui est créé par les conditions climatiques aujourd'hui, le dérèglement climatique, ne peut plus nous permettre d'estimer que nous avons un potentiel hydroélectrique de 25 000 MW. Il faut mettre cela à jour. Ce n'est pas 29 000, c'est 25 000. Selon les études que le directeur général Niad Difendi avait laissées à l'époque à la sonnette. Et aussi, il faut dire que peut-être, je ne dis pas que c'est ça, mais sciemment, pourquoi est-ce qu'on est sorti du fleuve Sanaga pour aller faire des barrages ailleurs? Alors qu'au début, je vous fais comprendre que la Sanaga, c'est comme le Nil. Mais nous sommes en train de parler d'un barrage névralgique pour le Cameroun. Le barrage de Son Loulou est le barrage sur lequel tous les autres barrages sont rythmés. C'est-à-dire la fréquence de 50 Hz est prise par Son Loulou. Et Deya puise chez Son Loulou. Nachigal, Son Loulou. Mevele, Son Loulou. Menkim, Son Loulou. Donc Son Loulou est celui qui bat la mesure en matière d'électricité au Cameroun. Mais avec tout cela, les Camerounais n'ont pas d'électricité. Roland Tapi, comment on l'a expliqué que avec autant de barrages, avec autant de richesses de la Sanaga, par exemple, de Son Loulou, qu'il n'y ait pas d'électricité à la maison. Serge Kelbey parlait tout à l'heure d'un problème de compétences aussi, parce qu'il y a des paramètres qui n'ont pas été pris en compte. Mais au-delà de ce problème de compétences, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un problème de volonté politique? Est-ce qu'on a l'impression que le problème de déficit énergétique veut effectivement être résolu par nos politiques? Madame, excusez, ce n'est pas un problème de volonté politique, de compréhension politique, de compréhension. Oui, c'est même pas. La volonté peut être, mais ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut aller vers une régionalisation de nos sources d'énergie. Dans le Hongkam, on peut faire des barrages qui concernent Bafoussam, Bafang, ainsi de suite par zone. La Menchum, c'était pour le nord-ouest. On peut électrifier le nord-ouest. Ça dit, ça devient compliqué de produire à aider à Son Loulou et aller électrifier Bamenda et d'aller électrifier Bafoussam très loin. Ça rejoint la compétence dont je parlais tout à l'heure. C'est même plus un problème de compréhension, de stratégie, si vous voulez. Oui, Roland voilà. Excusez-moi. Et je ne savais plus quelle était la question. Peut-être que... Je demandais s'il n'y avait pas d'autres raisons qui pourraient... S'il n'y a pas d'autres raisons, justement. Ben si. Ben, comme il semble le dire, avant la compréhension, il y a la volonté aussi. Parce que si on ne veut pas comprendre, on ne comprendra pas. Le problème aujourd'hui de l'électricité, déjà le Son Loulou dont on parle, il vient de le dire, c'est l'épine dorsale en réalité de l'électricité au Cameroun aujourd'hui. Eneo, qui est encore le propriétaire, si je peux le dire ainsi, qui gère encore Son Loulou, a organisé, c'était le 8 mai je crois, ou le 8 mai,
un voyage d'information à Son Loulou où il a amené les journalistes pour leur démontrer que Son Loulou, jusqu'ici, avec la réhabilitation qui a été faite dans divers compartiments, génie civil, technologie, autres, depuis 2011, que les problèmes ont commencé à être détectés, ont permis à ce que Son Loulou aujourd'hui fonctionne de manière optimale. Ça, c'est Eneo qui dit. Eneo nous a montré qu'aujourd'hui, l'électricité qui est consommée sur le RIS, le réseau interconnecté sud, Son Loulou apporte pour 36%. Le souci aujourd'hui, effectivement, c'est que avec le temps, ce barrage, qu'on le veuille ou pas, malgré la réhabilitation, continue de développer, on va dire quoi, des défaillances. Parce que la vieillesse aidant, elle ne va pas rester optimale pour toujours. Le problème est celui-ci. Pourquoi est-ce que on devrait, et ça c'est la grande question, s'amuser à perdre, si on peut le dire ainsi, Son Loulou, alors qu'à ce jour, en 2025 encore, Son Loulou apporte la plus grande quantité d'électricité dans le réseau. Est-ce qu'il est important de l'abandonner et de faire autre chose? Non, ça c'est le risque qu'on ne devrait pas prendre. Parce que Eneo nous a expliqué là sur place qu'avec les travaux qui ont été faits jusqu'ici, Son Loulou peut encore fonctionner de manière optimale pendant au moins 50 ans, en attendant que la technologie soit autre chose. Donc, je crois que la crainte, c'est que, en dehors de ce que Eneo dit, quelle est la réalité exactement? Parce que nous qui étions là en tant que journalistes, on peut regarder un mur comme ça, on vous dit que le mur il fonctionne très bien, il n'y a pas de problème, alors que les vrais techniciens, ils peuvent venir tapoter le mur, vous dire qu'il y a un souci ici et qu'il faut réparer ça. Donc, d'après Eneo qui gère Son Loulou, il n'y a pas de problème. Son Loulou est même le barrage qui est le mieux portant aujourd'hui au Cameroun et donne l'électricité au pays. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on n'arrive toujours pas à avoir de l'électricité? C'est tout simplement parce que, si on prend l'exemple d'un quartier, par exemple, quand on commence à intégrer dans un quartier, peut-être Eneo est venu installer un transformateur pour distribuer l'électricité à 3, 4, 5, 6 maisons et autres. Sauf qu'avec le temps, la population augmentant, le seul transformateur qui a été installé là au départ n'est plus suffisant pour supporter tout ça. C'est un problème de planification. Évidemment, n'est plus suffisant. Et donc, il faut augmenter les transformateurs. Au niveau national, donc, c'est dire que Son Loulou, aujourd'hui, effectivement, ne peut plus supporter, je veux dire, la production pour tout le pays. Il a expliqué tantôt qu'au départ, vraiment, c'est avec Son Loulou et DA, on avait suffisamment d'électricité parce que le tissu industriel à ce moment était également assez, disons, assez bas. Mais la population a évolué, l'industrie a évolué également en attendant. Les besoins, les demandes. Pas seulement en industrie, mais en consommation des ménages aussi. Sauf que pour ce qui est des ménages, pour répondre à la question pourquoi il n'y a pas d'électricité dans les ménages, c'est que je ne veux pas revenir sur le problème du transport, qui est un réel problème aujourd'hui. Et aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une panne, communique en disant que c'est Sonatrach qui dit qu'il a un problème, ils sont en train de résoudre ce problème. Est-ce que s'il n'y avait pas de problème de transport, tout le monde aurait l'électricité dans la maison? Il n'est pas sûr pour autant. Il n'est pas sûr pour autant. Donc, il y a jusqu'ici, qu'on le veuille ou pas, malgré la multiplicité des barrages jusqu'ici, on le dit très bien, la production n'est pas encore optimale, ne répond pas encore aux besoins. La production ne répond pas aux besoins. Et en plus de cela, le transport fait défaut. Et non seulement le transport fait défaut, mais au niveau de la distribution, il y a tellement de problèmes que... Aujourd'hui, Eneo explique qu'il y a des ménages qui n'ont pas d'électricité parce que à côté, il y a d'autres personnes qui se sont mis complètement à frauder. C'est-à-dire quoi, par exemple? C'est trop facile comme excuse. Évidemment. Ils n'ont plus de personnel. C'est ce qui est dit tout le temps. Fombe est fermé. Ils n'ont plus de techniciens. Tous ces gars-là étouffent. J'arrive. C'est-à-dire quoi? Que quelqu'un construit un immeuble dans un quartier qui, normalement, devrait avoir son transformateur à lui, en temps normal. Ça, c'est vrai. Sauf que, il triche, il part négocier avec je ne sais pas qui, pour qu'on le connecte sur le réseau domestique qui alimente déjà les appartements.
Et en lui seul, imaginez un immeuble de 30 à 40 appartements. Donc, il tire déjà l'énergie que devrait consommer 40 maisons pour lui seul. Et si on a multiplié comme ça dans un quartier... Mais c'est Néo qui vient faire les branchements. C'est eux-mêmes. Bon, même s'ils dénoncent parfois aussi les tripatouillages. Hein. Ça, c'est dans les marchés et puis d'autres. Ça ne représente même dans rien. les maisons. Ça ne représente rien. Et donc, cette façon de faire dans le quartier fait en sorte que finalement, les gens qui devaient avoir l'électricité en quantité et en qualité ne l'ont plus parce qu'effectivement, il y a effectivement cette magouille. Comme il dit, ce ne sont pas les gens qui sortent du quartier pour venir installer cela. Quand vous regardez dans ces immeubles, c'est bien les compteurs Eneo qui sont posés dans ces immeubles. Ce ne sont pas des compteurs qui sortent du Tchèpadou. Donc c'est bien Eneo qui est responsable. Est-ce que c'est une défaillance interne? Non. Eneo n'a pas peut-être eu l'information. Je vous donne un exemple. Les promoteurs d'immeubles, au moment où il finit le sous-sol, il passe au premier étage, il fait l'abonnement, par exemple, mais il ne déclare pas effectivement ce qu'il faut. Et Eneo lui donne, lui connecte à une ligne qui correspond à sa demande. Maintenant, après, oui, par exemple, à R+1. Après, il construit R+7. Et à R+7, il va interconnecter avec son câble là, mais il n'a pas fait exactement ce qu'il faut parce qu'il y a un calcul du rôle de l'immeuble qui doit être fait. Il y a un transformateur qui devait être posé et tout un système d'équipement qui devait être mis sur pied, qui n'a pas été mis parce que au départ, on s'est dit, mais si c'est un R+1 tout simplement... Même quand il vient faire R+20, qui vient mettre les compteurs? Qui vient poser les compteurs scellés? Les compteurs intelligents? C'est toujours Eneo. Ou qui vient mettre les compteurs? Donc, en fait, moi, je pense tout simplement que... Il y a tromperie sur la marchandise. Eneo... Enfin, rentrons un peu sur on ne peut pas parler du déficit énergétique sans partir de la production. Cela va de soi. Je pense que moi, j'ai lu, j'ai travaillé sur quelques projets où je me suis rendu compte que la Côte d'Ivoire a dépassé les 2000 MW. Le Sénégal a dépassé les 2000 MW. Le Ghana a dépassé les 2000 MW. L'Éthiopie aussi a dépassé largement les 2500 MW. Quand vous voyez en termes de population, ce sont des pays qui ont sensiblement entre 25 millions et 30 millions d'habitants. Première des choses. Le Cameroun en fait partie. Lorsque vous regardez le coût de l'électricité dans ces pays ont le coût de l'électricité moins cher que le Cameroun. Je vous le dis, j'ai fait des études là-dessus. Alors, pourquoi ces pays ont pris de l'avance? Aloïs a commencé à étayer en disant qu'il fut une époque, pendant les plans d'ajustement structurel, nous n'avons pas investi. Mais il y a eu une solution que on a proposée au chef de l'État, parce que le chef de l'État n'est pas un technocrate, il refuse pas sur cette question, le plan d'urgence thermique, le TPU, qui était de trouver des centrales thermiques pour certaines zones reculées qui étaient quand même appelées à accéder au développement. Mais c'est un projet qui a largement échoué parce que l'approvisionnement en carburant était très compliqué. Mais il fallait le voir plus grand. Raison pour laquelle, au lieu d'avoir des centrales thermiques, par exemple, à Alat, dans une ville dans la Benue, on a pensé grand en ayant des centrales thermiques comme celle de la Dibamba, celle de Limbe, et avoir celle à gaz comme Kribi. Donc nous sommes entrés dans un système de mix énergétique. Donc l'État, quand même, conscient de cela, a essayé de trouver des solutions pour booster la demande énergétique parce qu'on ne pouvait pas seulement aller dans l'hydroélectricité. Il est vrai que les ménages ont eu un impact parce que le lissage entre le coût de production de l'hydro qui est presque de 7 francs CFA et celui d'un groupe thermique qui est de 50 francs, 150 francs CFA, le coût du kilowattheure, et celui du gaz à Kribi qui avoisine peut-être les 30 francs, il fallait trouver une juste moyenne. C'est un système de péréquation. Les fonds issus donc de cette petite hausse d'électricité à la fin, parce qu'il fallait faire un tour de passe-passe et trouver un coût, c'est pour ça que le Cameroun n'a pas un coût d'électricité stable, il varie en fonction de votre consommation, devait normalement servir à ravitailler un fonds d'investissement ou un fonds d'entretien de tout ce qui est électricité. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que je fais partie de ceux qui ont demandé le retrait du transport haute tension à Eneo et qu'on crée une nouvelle structure. Nous avons salué l'arrivée de la Sonatrach.
Nous avons aussi cru qu'à la tête de la Sonatrach, on allait mettre un ingénieur. Un technicien. On allait mettre un technicien. C'est un ancien sous-préfet qui gère la Sonatrach. Un administrateur ou un préfet. Donc, moi, du domaine et technocrate, moi, ça me pose un problème sur les décisions stratégiques. Raison pour laquelle, aujourd'hui, on a fini Nachigal, mais nous sommes encore en train de construire les lignes pour l'évacuation d'un barrage qui est terminé. Si on avait la capacité totale d'évacuation, même en 225 kV de Nachigal, nous ne serons pas en train de prendre des précautions aujourd'hui que son loulou sera en arrêt, ça va chauffer. Parce que je vous dis que quand on va vraiment arrêter son loulou, si l'État n'aide pas Eneo à payer le gaz de Kribi, c'est-à-dire si on ne met pas en marche KPDC 211 MW, si la nature continue à être capricieuse pour que Menvele n'atteigne même pas 70% de sa production, presque 213 MW, on aura un gros déficit. Les ménages vont souffrir. Mais justement, d'où vient-il qu'on explique qu'on n'a pas d'électricité parce qu'il ne pleut pas, en raison de la saison sèche? Oui, mais l'eau, les barrages sont approvisionnés, les turbines sont propulsées par les courants d'eau, par les tirants d'eau. Si l'eau baisse, les turbines ne sont pas noyées complètement. Et donc, elles ne peuvent pas se mouvoir pour produire le maximum d'électricité. Mais il faut préciser ici quand même que nous avons construit Lompanga. Lompanga, c'est 6 milliards de mètres cubes d'eau. On a Bamenji, on a Magba, donc le Cameroun avoisine dans les 12 milliards de mètres cubes d'eau. Quand même, nous avons normalement une capacité qui nous permet de faire quand même tourner Nachigal. 420 MW. Ce n'est pas fait tourner. Ça dépend de la durée de la sécheresse. Oui, bien entendu. Parce que ce stockage placé a une durée si le climat n'évolue pas. L'autre problème, M. Yout, je suis arrivé ici en 2013 avec un projet. Je vais vous dire, le problème de stockage d'énergie. C'était un ministre qui a fait la prison, qui était ministre de l'eau et de l'énergie. Quelle précision. Non, je ne vais pas citer son nom, mais je vais donner juste des indications. On a compris. Le projet consistait à stocker le surplus d'énergie produit par les barrages qu'on ne peut pas stocker en journée. Et bien évidemment, comme il a dit, il y a des périodes de la journée où nos barrages hydroélectriques produisent plus d'électricité que nous en avons besoin. Périodiquement. Il fallait donc stocker cette énergie dans des conteneurs comme des power banks, mais des conteneurs de 40 pieds bourrés de batteries qui pouvaient stocker cette énergie et qui devaient la restituer à la pointe entre 18h et 21h. Le projet a été accepté à la présidence de la République où on a travaillé avec des conseillers. Il était donc question que le ministère de tutelle donne son OK. Je vous assure que j'ai fait le pied de grue au ministère, j'ai fait le pied de grue au domicile de ce ministre qui habite vers l'ambassade des États-Unis et du Canada. J'ai même fait du lobbying pour joindre son épouse parce que les Japonais étaient arrivés au Cameroun. Nous avons travaillé au premier ministère et à la présidence de la République avec cette compagnie japonaise qui s'appelait Power Japan Plus, encore une fois de plus, sans publicité, qui devait amener le Cameroun à stocker cette électricité pour la restituer et nous permettre de moins utiliser les groupes électrogènes qui étaient beaucoup plus budgétivores. Vous comprenez donc... Donc le projet n'a pas été suivi. Il n'a pas été suivi parce que le ministère de tutelle n'a pas validé. C'est pour ça que je disais qu'il faut comprendre. Oui. Lorsque vous avez des gens qui ont des anciens diplomates, des anciens préfets, des anciens, je ne sais pas quoi, qui ne comprennent rien à la technique, vous leur apportez un projet, ils comprennent que dalle et ils vont dire que c'est une perte de temps ou ils n'ont pas d'intérêt financier, ça ne va pas avancer. Parlons justement d'intérêt financier. Qu'est-ce qu'on perd en produisant de l'énergie qui n'est pas stockée, qui n'est pas exploitée? Jean-Claude parlait tout à l'heure d'une production de l'énergie qui n'est pas utilisée entièrement. C'est comme la cuisine qu'on fait et qu'on ne consomme pas. Bon, un repas qu'on fait qu'on ne mange pas complètement, forcément, et on jette forcément. Il y a des pertes derrière qui auraient servi à faire autre chose. Aloïs. On a perdu en temps, on a perdu surtout en argent, parce qu'il faut rappeler qu'avant de lancer un projet, il y a des études de faisabilité qui ne sont pas gratuites. Ça coûte très cher. C'est pour cela qu'on a souvent entendu parler de la maturation des projets. Qui a des soucis parce que ce qu'on dit pour les gens, c'est que si on a des soucis de maturation, c'est parce que très souvent, il y a eu des fonds qui ont manqué. Et donc, des fonds manquants, on fonce comme un taureau et à la fin, on est surpris de cogner au mur. Et donc,
Si on a lancé un projet et qu'à la fin, il est rentable et il produit de l'énergie qu'on ne consomme pas, et bien vous comprenez qu'on aura déjà perdu des fonds de faisabilité qu'on a largués dans l'eau et que maintenant on perd la technologie qu'on a achetée. Mais EDF nous facture ça pour Nachtigal. Exact. Parce que ce qu'il dit est pertinent parce que le jour où on fait un test à Nachtigal, vous vous souvenez que le lendemain, il y a des restages. On se demande, mais comment est-ce que c'est fait? Donc, on a fait la publicité sur Nachtigal et que le lendemain, on a des restages. Justement, il y a eu un souci de transport. EDF, à Nachtigal, EDF ne comprend pas ça et facture. On y a eu un montant un peu vertigineux. Je crois qu'on était à 10 milliards. Je crois par jour, par mois, c'est pas tout. C'était fou en vérité. Et donc, on a perdu tout cela. Et comment on fait? C'est justement un argument a été avancé, je pense, par Serge Henry, c'est la vision politique. Il y en a qui estiment qu'il faut un politique tantôt fort, tantôt compréhensif, ou alors attaché aux questions économiques. Il faut des technocrates. Il faut des technocrates, parce que si vous avez le cadre de la Sonatrel, géré par un sous-préfet, lorsque vous allez lui parler d'un projet qui consiste à stocker l'énergie, il évalue ce que Monon Diane appelait le mapatisme, c'est-à-dire dans ce que tu m'apportes là, qu'est-ce que je gagne là-dedans. S'il ne voit pas son intérêt, eh bien, le projet est mort. Il y en a plein comme ça qui ont abandonné le projet parce qu'ils sont venus avec et ils sont tombés sur des gens qui ne comprenaient rien. J'ai fait un travail rapide sur l'API, agent de promotion des investissements. Il y en a qui sont repartis parce qu'ils sont arrivés devant des fonctionnaires qui étaient prêts à rançonner, à demander des rançons. Et donc, ils sont repartis avec leurs fonds. C'est le cas presque au niveau de l'énergie. Donc, voulez-vous qu'on ne soit plus perdant de l'énergie, de ce qu'on a acheté, parce que c'est le contribuable camerounais qui a dépensé de son argent? Eh bien, il faut donc que le politique suprême, parce que c'est lui qui coordonne tout, à ce qu'il paraît, il nous faut donc un manager, ça peut être celui qui est là, comme ça peut être un autre, qui soit miraculeusement attaché aux questions économiques, qui saura s'entourer du secteur privé. Chez nous, je disais encore une interview du président du GECAM, il y a 1 an ou 2 ans, il disait ils ont de la peine à rencontrer le chef de l'État. Si vous avez donc des capitaines d'industrie qui sont loin du président ou alors qui ont de la peine à rencontrer le chef d'État, eh bien vous comprenez pourquoi un peu on a tous ces problèmes au niveau de l'énergie. Qui est donc une conjugaison d'énergie humaine, intellectuelle, entre le secteur privé et le secteur public. Que l'État accepte, n'est-ce pas, de coopérer avec le secteur privé. Un peu construire les PPP, partenariat public-privé, pour que le regard soit neuf, soit neutre, soit plus rigoureux. C'est-à-dire, lorsqu'on vous dit on va larguer 450 milliards pour le cas de Meuveux, que cela ne soit plus une affaire qui dépend uniquement du secteur public, mais qu'il y ait un secteur un privé qui forcément aura un regard différent. Et lorsqu'il y a un regard différent, un regard étranger, la gestion est différente. On parle d'un domaine de souveraineté. Hein. Oui, mais si c'est souveraineté, pourquoi on fait venir des... Mais justement, vous parliez tout à l'heure de solutions alternatives pour avoir de l'électricité dans les maisons. Vous avez parlé de l'énergie solaire. Pourtant, le politique a pensé que les barrages étaient une solution. Il y en a tellement au Cameroun qu'on ne peut plus les compter. Est-ce que ce n'est pas aussi... On n'a même pas fini. Est-ce que ce n'est pas reconnaître d'une manière ou d'une autre qu'on s'est trompé? Non, du tout. Penser à des solutions naturelles quand on a investi autant d'argent pour des barrages. Je vous rappelle que l'hydroélectrique est une solution naturelle. C'est une énergie propre, c'est naturel. L'eau qui coule, et ensuite, maintenant, on en fait bon usage et on produit l'électricité. Mais quand l'eau ne coule pas lorsqu'il n'a pas plu? Non, l'eau coule, mais maintenant, il faudrait bel et bien avoir des barrages de retenue tels qu'on l'a monté. Mais je vous dis que lorsque vous avez un réseau qui n'est pas encore tout à fait interconnecté, vous n'avez pas de solution immédiate et vous allez toujours avoir des situations d'étiage. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous avez un réseau interconnecté, il y a un problème au point A, on ferme le disjoncteur, on vous raccorde, on vous fait un basculement du secteur B, C, ainsi de suite, en fonction pour rééquilibrer. Le temps qu'on maintient, vous ne vous rendez même pas compte. Et dès qu'on a fini, on vous refait encore un basculement. Je vous donne un exemple. Douala peut être alimenté par un réseau venant des DA pour Douala. Mais en réalité, il peut aussi être alimenté par le réseau venant de Bafoussam
Douala. Dès qu'il y a un problème sur Edea, Douala, on ferme, il n'y a pas de problème. L'électricité n'a pas un problème de direction. L'essentiel, c'est que dès que ça arrive, c'est pour ça, par exemple, que ceux qui ont des solutions alternatives de production, ils font des basculements, tout simplement. Dès qu'on a coupé Néo là-bas, il bascule de l'autre côté, son groupe continue à produire, et c'est le même circuit domestique placé, qui n'a pas changé. Donc, c'est pour cela que la Sonatrel est en train d'investir. Monsieur Serge Kelbert, je pensais qu'il devait me dédier en disant que les pertes Joule et tout, sur le transport, c'était du ragot que j'étais en train de raconter. Avec des bonnes capacités. Mais ce n'est pas l'État camerounais. C'est la Sonatrel qui ne transporte pas avec de bonnes l'État camerounais a hérité de cette technologie de 90 kV. Non, il faut s'arrimer au modernisme, monsieur. On est d'accord, mais c'est-à-dire on a parlé de la date de création de son loulou et tout. Les indépendances du Cameroun, c'était en 60. Vous voulez dire que le réseau de transport aussi a 50 ans? Le réseau de transport est plus ancien. Non, il ne peut pas être plus ancien qu'un barrage. Jamais. Mais on construit d'abord le barrage et le réseau après. Ah ben, voilà que le réseau de Natigal est en train d'être construit, mais le barrage est déjà en place. C'est pour ça que le barrage est plus vieux que le réseau. Non, je vous donne juste des exemples pour vous dire que on a commencé avec le barrage d'Edea et ensuite on a monté un réseau de transport. Il était à cette demande-là avec une technologie de 90. Aujourd'hui, effectivement, nous devons aller à 400. Pas 225, hein, mais nous devons aller à 400. On n'est pas en train de le faire. Mais le problème qui se pose, c'est que 225 nous dépasse à livrer. Tant que vous augmentez la capacité de production et vous avez un réseau de transport de 90 ou de 225, vous avez des pertes. Et ces pertes-là, vous ne les récupérez pas. Voilà le problème. Effectivement, la solution de stockage est une bonne solution. Le problème avec les plaques solaires dont on nous évoque là, vous êtes dans une zone de forte pluviométrie. Vous avez une baisse en termes du soleil et tout ça. C'est compliqué. Si vous, par exemple, vous allez là où il fait suffisamment chaud, comme au nord, maintenant, il faut toujours ce même réseau de transport. Si ce réseau de transport n'est pas fiable, l'électricité ne va pas arriver là où la demande est plus forte. La demande est plus forte où? Là où il y a le tissu industriel. Et au Cameroun, le tissu industriel, c'est dans le littoral. Donc la solution des plaques solaires ne serait pas envisageable? La solution des plaques solaires peut être pour l'électrification domestique. Non, c'est pas vrai. Et pour l'électrification locale. C'est pas vrai, monsieur Yout, si vous permettez. La Chine est en train de faire un champ solaire de 5000 mégawatts. 5000. 2 fois la production de tout le Cameroun. Le Maroc, à côté de nous là, a jumelé le solaire thermique, c'est-à-dire la chaleur, et le solaire photovoltaïque, 2000 mégawatts, plus que la production de tout le Cameroun. 2000 mégawatts, et c'est transporté en 400 kV. Nous sommes en train de construire le prochain barrage, c'est Kikot, 500 mégawatts. Quand on va construire Kikot, c'est là qu'on va se dire, aïe, nous on aurait dû transporter en 400. Pourquoi on ne fait pas les 400 maintenant? On se met au 225 et on élimine toutes les lignes de 90 kilos qui sont vieilles et qui créent des pertes. Vous voyez donc que c'est un problème de planification. Il faut, quand on gouverne, on fait la prospective, on se projette. Parce qu'après Kikot, on va faire Sondon. Après Sondon, on va faire Grand Ewen, Petit Ewen. Donc le Cameroun est sur une programmation de presque 2500 mégawatts en hydroélectricité. À ça donc, il faut arrimer une politique, je dis bien de régionalisation. C'est-à-dire qu'on regarde dans le Hong-Kam, qu'est-ce qui peut permettre dans les chutes du Hong-Kam à électrifier Bafoussam, Bafang, toutes ces zones. Qu'est-ce qui peut permettre d'électrifier telle ou telle zone? Par exemple, l'Est, on a fait un barrage de pied sur... non, pas sur Mbele, sur Longpanda. Un barrage de 40 mégawatts. Il y a encore 5 ans ou 3 ans, l'Est était électrifié par un groupe électrogène. Oui. Lorsqu'on a fait ce barrage de pied, je ne sais pas s'il atteint 30 mégawatts comme c'était prévu, après les 6 000... Il y a 30 mégawatts. Voilà, après les 6 000 milliards de mètres cubes d'eau, les 6 000 milliards de mètres cubes d'eau, on a fait un 30 mégawatts, on a enlevé le groupe électrogène, enfin on a déconnecté le groupe électrogène, et il est électrifié aujourd'hui à nous. Ça veut donc dire qu'en fait, le Cameroun a 3 réseaux. On a un RIS, réseau interconnecté sud, qui part de Yaoundé jusqu'à Bamenda. On a un réseau isolé, celui de l'Est, qui n'est connecté à personne. Et on a le réseau interconnecté nord, qui est avec Lac d'eau
et quelques centrales d'agrico, je ne sais pas de quoi, de 18 MW, ainsi de suite. Donc, on le fait pourquoi stratégiquement? C'est lorsque un pays n'a pas la capacité de supporter tout son réseau. Parce qu'à l'heure où on vous parle, au vu des 8500 localités qui sont encore non électrifiées, avec le projet Huawei qui a foiré dans le programme d'électrification rurale, 1000 villages, où les gens brûlaient les champs photovoltaïques, les batteries explosaient, il n'y a jamais eu d'entretien, nous courons sur un déficit de presque 600 MW au Cameroun. Alors, pourquoi nous la solution des biogaz en ce moment. Voilà. Il y a la cogénération, exactement. Il y a le solaire qui peut permettre d'aller très vite parce que la construction d'une centrale solaire, ce n'est pas 5 ans comme l'hydroélectricité. Donc, nous pourrons juguler cela. Et il y a aussi les mini-barrages hydroélectriques. Les mini-barrages. On n'a pas besoin d'en faire des Vous voyez donc les solutions existent. Moi, j'ai toujours dit à l'entrée de Pouma, on peut faire un mini-barrage qui électrifie Pouma et Ngouaï. Un petit réseau, un mini-réseau. Ça fait participe de la régionalisation. Parce que sur le document que j'ai fourni, dont j'ai étudié, c'était d'accompagner les communes dans l'autonomisation de leurs sources énergétiques pour permettre l'installation de petites usines, transformation du bois, transformation de la pierre taillée, le manioc, le maïs, qu'ils aient leur propre réseau et qu'on forme les jeunes du village à gérer ces mini-centrales, des espèces de petits Enéo. Parce qu'au regard, Enéo, si vous lui demandez, il va vous dire qu'il veut Bafoussam, Douala, Garoua, Yaoundé et quelques villes. Qu'est-ce que Enéo a fait à électrifier Matom ou Lolodolf, peut-être même Bipindi? C'est tout ce transport-là qui se perd. C'est tout ce transport-là qui se perd. Vous ne pouvez pas quitter Dédéa pour aller électrifier Bipindi, même si vous passez par Kribi. Vous voyez, on transporte sur des longues distances, c'est pour ça qu'on a les pertes dont parle M. Youb. Oui, c'est vrai, même si on trouve des câbles plus fluides de 400 kV, j'estime que le Cameroun doit revoir sa politique énergétique et la mettre à proximité, c'est-à-dire, pourquoi même chaque département ne peut pas avoir un mini barrage pour électrifier la gendarmerie, la sous-préfecture, l'école, l'hôpital, ainsi de suite. Ça, c'est un vœu qui ne pourra pas se réaliser. Non, c'est des stratégies. C'est une stratégie, c'est un vœu surtout qui ne pourra pas se réaliser. À la collecte de l'énergie. À 0 francs en Hollande, et puis on est dans un pays où le taux d'accès à l'électricité est à moins de 70%. Je peux 71, on dit, mais moi, je reste dubitatif. Moins de 71%. Où le Cameroun trouverait cet argent? L'argent pour financer par exemple des projets de plaques solaires comme la Chine ou comme le Maroc pour avoir une couverture en électricité un peu plus large que celle qu'on a aujourd'hui? Non. L'autre chose que nous avons comme problème ici, c'est l'extrême centralisation de tout au niveau de Yaoundé, du pouvoir central. Ça peut se libérer au niveau des régions en réalité. Hier, je crois, on parlait des projets qui se réalisent sur BOT, Build, Operate and Transfer. C'est-à-dire quoi? L'État n'est pas obligé d'aller chercher de l'argent pour construire un mini-barrage sur Pouma, comme il dit là, par exemple. On peut négocier avec un privé qui vient investir. Dès que ça marche, il prend son argent, prend les intérêts, tout ce qu'il faut là-dessus. Le problème, c'est le business model. Un privé national ou étranger, quand on sait que le Cameroun ne paye pas ses dettes, ses factures. Dans le modèle BOT, l'État n'a pas à dépenser de l'argent, on ne lui demande pas de l'argent. Ça avait la commune. C'est le privé qui apporte son argent, investit un peu comme vous pouvez. Mais c'est un endettement pour l'État. Et le business model maintenant de remboursement, c'est quoi? Bon, permettez, s'il vous plaît, permettez à Hollande d'aller au bout. Je parle de BOT. S'il vous plaît. De BOT. Il y a même des privés qui font le BOT très bien. Bien sûr. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui ont des terrains vraiment qui leur appartiennent et qui n'ont pas de l'argent pour construire dessus. Ce qu'ils font, c'est qu'ils trouvent un investisseur en BOT qui dit « Ok, je construis un immeuble là-dessus. » C'est ça. J'exploite pendant 15, 20 ans, après l'immeuble te revient. Voilà, la famille, à la fin, a hérité d'un immeuble sans avoir déboursé un seul franc. C'est ce qu'on dit. Après 15 ans, la centrale revient à la commune. Revient à la commune, tout simplement. Entre-temps, le consommateur, ou bien l'usager, lui paye les factures. Aurait eu son électricité en payant les factures. Donc,
c'est pas une question d'argent, c'est une question, je dirais, de business model, comme il l'a entendu tout à l'heure. On n'a pas besoin forcément de s'endetter, d'être tout le temps en train de signer des conventions de prêt, de ceci ou cela pour avoir de l'argent. Inciter le secteur privé à s'investir en créant un climat d'affaires qui permette qu'on n'ait plus peur d'investir au Cameroun. Et vous savez très bien, quand on parle de climat d'affaires, ça intègre tous les secteurs, y compris la justice. Chaque fois qu'on sera en train de parler de corruption, les investisseurs vont se méfier. Chaque fois que les investisseurs auront peur, ils se diront que si j'ai une affaire au Cameroun et que ça part en justice, c'est qu'on est allé enterrer là-bas et puis mon argent risque de se perdre. Vous allez lui proposer n'importe quel modèle, il ne va pas être très friand pour ça. Donc c'est un problème transversal. C'est une question de volonté politique. Lui disait tantôt qu'il faut d'abord comprendre, mais je dis qu'il faut qu'on veuille d'abord comprendre et forcément on comprendra. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher ou bien d'avoir des caisses d'argent qui sont déposées quelque part pour pouvoir résoudre tous ces problèmes. Il suffit effectivement de pouvoir, ok, voici comment on va procéder. Vous venez construire, vous exploitez. Vous partez, nous héritons de notre truc, on continue à exploiter. Je voudrais donner une précision. Nous parlons d'un domaine très sensible et il s'agit de la souveraineté des États. La guerre russo-ukraine a permis aux uns aux autres de découvrir que les F-16 que vous avez achetés, vous n'êtes pas à même de pouvoir les utiliser comme vous voulez, quand vous voulez. On peut appuyer un bouton depuis les États-Unis, il ne décolle pas. Vous imaginez qu'un pays souverain a, à travers sa production, peut-être que 75% de sa production qui est externalisée par le privé, et que ce privé peut-être décide de faire du chantage, il y a un régulateur. Monsieur Youti aura un régulateur. Vous aurez un régulateur. Le régulateur existe déjà. Je vous donne un exemple. C'est qu'il ne fait pas son travail. Qu'est-ce qui nous crée les tensions de trésorerie sur les deux centrales qui sont ici à Douala? Où à chaque fois, on nous dit, tant qu'on n'a pas payé, par exemple, le carburant à telle quantité, il y a arrêt de production de ces deux usines. Et à chaque fois, ça fait un étiage de 75 MW qui manque. C'est un problème de souveraineté. Donc cet État-là regarde. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas s'ouvrir, mais il regarde qu'il lui faut des business models. Et autre chose encore, certains, par exemple, produire, ça c'est quelque chose, ça voudrait dire qu'il faudrait avoir une autonomisation dans le cadre du réseau de distribution. Et évidemment, à partir de ce moment, il faut libéraliser. Et comment donc libéraliser? La loi existe pour la libéralisation. Hein. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est le régulateur a tout prévu, oui. Il a écrit. Il vous faut une licence, il vous faut une autorisation en fonction de la quantité que vous produisez. Maintenant, si vous faites un réseau en boucle, l'eau appartient à EDC. C'est EDC qui gère l'eau. Vous allez aussi payer une partie à EDC qui est une société étatique. Donc l'État fait de l'argent sur votre BOT que vous apportez. Tout simplement. Oui. Donc c'est pas une question de domaine de souveraineté. C'est très important. C'est la même chose pour le téléphone. Pour lui, au nom de la souveraineté, l'État ne peut pas se permettre... L'État peut par exemple dire que faisons un transfert de technologie, enseigner aux Camerounais qui sont sous la tutelle de l'État, apprenez-les à travailler, à maîtriser cette technologie et ensuite maintenant faites un partenariat avec cet État-là. Mais ce transfert de technologie est fait à chaque fois dans tous les secteurs. En France, par exemple, c'est EDF. C'est EDF qui produit en France. Mais EDF n'est pas le seul producteur. Aloïs voulait dire un mot. Il est comme Eneo, il a la concession. Eneo n'a que la concession. La question relative à la souveraineté qu'évoque Jean-Claude Diouf, c'est une question, on la comprend. Rappelons qu'en 1999, avant que Tradex ne vienne sans publicité, on parlait également de souveraineté lorsqu'on parlait de secteur pétrolier. Oui, pétrolier. Et qu'est-ce que l'État a fait aujourd'hui? On se disait justement, si on ouvre, on pourra faire du chantage, mais sauf qu'on s'est rendu compte qu'on a ouvert, ça nous aide aujourd'hui. Il y a beaucoup de concurrence. Il y a la concurrence. Et je me souviens encore de ces mots de lui, Paul Motazé, lorsqu'on parlait des APE, une petite digression. Il disait la concurrence crée l'émulation. Et donc, si vous ouvrez ce secteur-là au secteur privé, forcément, les délestages, les argusties qu'on avance souvent, comme quoi un oiseau est allé se poser sur un fil et puis voilà, vous avez fait une semaine. Déclenché. Vous faites une semaine dans le noir.
Si le règlement volerait en éclats. Monsieur Aloïs, le cas des marketeurs dont vous avez évoqué, c'est l'inverse. Hein? L'État ne distribuait pas. Le fait que... C'était Total et tout qui avait le monopole. Justement, maintenant, l'État a ouvert et lui-même a créé une structure pour pouvoir internaliser et ancrer le secteur. Donc, c'est différent. Et ça, c'est l'héritage de la colonisation. Parce qu'en réalité, l'État n'avait pas la main. Et même dans le modèle énergétique que nous avons, c'est l'héritage de la colonisation. Aujourd'hui, en mettant EDC, Sonatrel, et en laissant maintenant uniquement la distribution à certains, l'État a pris la main, a repris la main. Et sur le plan de la souveraineté énergétique, l'État camerounais est souverain. Sauf qu'on n'a pas d'électricité dans le ménage. On va continuer à s'améliorer. On va sortir de l'émission, messieurs. Donc la solution pour sortir définitivement de l'obscurité serait d'abord une question de volonté. Vous l'avez dit tout à l'heure. Non, moi ce n'est pas seulement une question de volonté. Je pense tout simplement que l'État, pas le régulateur, l'ARCEL, qui ne joue pas son rôle. Ça, de manière claire. Et je peux le démontrer. Parce que dans les télécoms, l'ART frappe Orange, MTN, sans publicité, mais je préfère le dire ainsi. L'ART ne blague pas. Moi, je n'ai jamais entendu que... Même Camtel, qui est une société d'État, je n'ai jamais entendu que la CEL, ils sont toujours... Donc, en fait, il va falloir que le secteur privé, ça ne sert plus à rien de construire des R+20 en béton, comme je vois à Akwala. Le secteur privé doit s'intéresser à la question énergétique. Vous pouvez faire un barrage que vous léguez à vos enfants, une société de production d'électricité qui va fonctionner pendant 20, 25, voire 30 ans que vous léguez à vos enfants. Donc, le secteur privé doit s'intéresser en BOT, comme il a dit, pour que l'État se sente renforcé. Mais c'est à l'État de créer les conditions incitatives pour que le secteur privé s'y mette. Merci Serge-Henri Kelbé, merci à vous messieurs, merci Jean-Claude. Oui, mais on voulait aussi dire qu'il y a une volonté politique parce que le ministre de l'eau et de l'énergie, il a sorti un plan d'investissement et il a dit qu'il nous faut un investissement continu de 6 000 milliards de francs CFA. Un nouveau plan. Non, on parle d'abord de planification. Un énième plan. Et de cette planification également maintenant, la Sonatrel est en train de faire un travail d'interconnexion d'un réseau. Ça va nous apporter une solution. Et autre chose encore, nous devions optimiser nos consommations et la manière dont nous nous greffons au réseau. C'est noté, Jean-Claude Youl. Merci beaucoup. Merci, Aloïs. Le pays pense à s'industrialiser et les images que nous avons, les images tristes, vous avez le miné arrivant au GECAM, demandant au patron de déconnecter leur moteur pour faire consommer l'énergie au ménage. C'est des choses qui ne doivent plus jamais être faites. Nous sommes en année électorale. Exactement. Il faut donc que les acteurs politiques qui vont candidater se penchent sur le sujet parce qu'en vérité, je pense que pour que demain on ait un pays industriel, il ne faut plus que jamais avoir autant d'énergie que possible. C'est noté. Merci beaucoup, Roland Tsepi. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée. Rendez-vous demain, 19h30.